Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais débriefer avec vous des films que j'ai pu voir en 2024, les bons, les moins bons, c'est parti! Alors, donc aujourd'hui on va voir ensemble les films qui sont sortis en 2024. Moi je suis plutôt bon public, donc généralement je vois quand même pas mal de films dans l'année. Donc voilà, je vais passer en revue avec vous les films que j'ai vus, ceux que j'ai aimés, ceux que j'ai moins aimés, pourquoi, comment. Donc voilà, c'est parti. Alors je vais commencer avec mes tops, mes coups de cœur. Donc il y a pas mal de films, donc je vais pas m'attarder outre mesure. C'est vraiment un passage en revue en fait. Donc le premier film que je me suis noté dans les tops, c'est Trap. Donc c'est le nouveau film de Night Shyamalan. J'espère que je prononce bien. Moi j'ai adoré ce film. J'ai adoré ce film. Et pourtant, de base, j'avais pas de grosses attentes. Parce que Night Shyamalan, alors très honnêtement, moi voilà, j'ai adoré Sixième Sens. Mais Sixième Sens, quand je l'ai vu, j'étais au lycée. C'était son premier. J'avais adoré. J'ai vu tous ses films. Et je trouvais que la suite, les films qu'on suivi n'étaient pas forcément bons, en tout cas selon mes critères, parce qu'en fait, ce que moi je reproche à Night Shyamalan, c'est une bonne entrée en matière, un bon concept, et je trouve généralement que ces films s'essoufflent, et que quand on arrive en fait à la fin, on n'a pas forcément tous les éléments, ou en tout cas le dénouement est pas exceptionnel, et je trouve en fait que généralement il y a un peu une faille au niveau du scénario, et donc ce qui fait que la majorité de ces films, j'ai pas adhéré. Donc voilà, je m'étais dit, bon, ce sera sûrement pareil avec Trap. J'ai noté quand même le plus du film, donc avec Josh Hartnett. Josh Hartnett, j'ai le sourire rien que de parler de lui, parce que je pense que les millennials qui vont me regarder vont peut-être avoir le même avis que moi, parce que Josh Hartnett, c'était le sex symbole du lycée. Voilà, c'était vraiment le Brad Pitt de l'époque, voilà. Et bon, qui a disparu de la surface de la Terre, et donc là qui est revenu. Moi je le reconnais pas énormément là. Je trouve qu'il a quand même vachement changé. Alors quand je dis ça, on me dit oui, ben en fait il a vieilli. Sûrement, sûrement c'est ça. D'ailleurs ça m'a donné envie, quand j'ai regardé Trap, j'ai re-regardé The Faculty. Et je trouve qu'il a très bien vieilli ce film, franchement The Faculty top. Et par contre c'est un film, faut pas en parler à la génération Z, ils comprennent pas. Mais voilà. Et en fait, moi ce que j'avais lu les critiques du film avant de le voir, et ce que j'avais lu c'était, pareil, bon concept du départ, mais en fait à la fin, c'est très bien jusqu'au milieu, et à partir du milieu, ça s'essouffle. Et il disait, on a l'impression que Night Shyamalan ne tient pas son scénario jusqu'au bout, et il le laisse vivre, et il le prend plus en main à partir de la moitié du film. Donc moi, autant vous dire, quand j'ai lu ça, je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça ressemble quand même vachement à du Night Shyamalan. Et en fait, bah pas du tout. Enfin, moi, j'ai trouvé que pas du tout. J'ai trouvé que l'intrigue a été bien menée du début jusqu'à la fin. On n'a pas tous les éléments de réponse à la fin, mais en fait, je trouve que le film n'appelle pas à ça, donc moi, ça m'a pas dérangé. Et bah, j'ai trouvé qu'en fait, il se passait des choses tout au long du film, que Josh Hartnett, il est super. Et en fait, c'est vrai que c'est un film où clairement vous n'avez pas tous les éléments. Donc voilà, ça parle d'un père de famille qui est aussi donc un serial killer, et qui en fait va participer à un concert avec sa fille, et en fait des sources, une source va dire à la police que le tueur en série va être à ce concert ce jour-là, et en fait le concert c'est un piège, donc Trap. Et en fait tout le concept c'est d'essayer de piéger ce père de famille en essayant de le débusquer à cet événement. Et en fait, bah moi ça m'a tenu en haleine jusqu'au bout, et j'ai trouvé que c'était vraiment vraiment bien ficelé. Enfin voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, et je trouve que justement les torts que je trouve à Night Shyamalan, je les ai pas retrouvés dans ce film-là, et c'est extrêmement bien joué. Et voilà, moi en tout cas j'adhère complètement. Ensuite, le deuxième gros coup de cœur de l'année, sans surprise, Le Comte de Monte Cristo. J'ai adoré.
Franchement, donc là pareil, super bien joué. Après, j'aime beaucoup Pierre Ninet, je trouve qu'il joue vraiment très bien. J'ai adoré. Alors déjà, sans surprise, j'avais commencé le livre, mais je l'ai pas fini. Enfin, je me dis toujours, ça c'est un livre que je lirai un jour dans ma vie. J'avais vu, évidemment, je pense comme beaucoup de personnes de ma génération en tout cas, j'avais vu le film avec Gérard Depardieu. Je me rappelle, je pense que c'était au collège, pour le coup ça date. Et il y avait une personne de mon collège qui m'avait dit si t'as aimé le film, il faudrait que tu lises le livre parce que le film avec Gérard Depardieu avait quand même ce point faible qu'il n'explique pas comment s'est fait le comte de Monte Cristo. Donc toute la partie de comment Dantès devient Monte Cristo n'est pas du tout mise en avant dans le film avec Gérard Depardieu. Et on m'avait dit, c'est aussi vraiment le cœur du bouquin de comprendre comment il a créé son personnage, comment il a réussi à avoir accès à ses richesses, etc., à sa fortune, etc. Et en l'occurrence, ça c'est une grosse partie du film avec Pierre Ninet. Donc du coup, moi j'ai vraiment adhéré, parce que vraiment ils expliquent très 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 bien. Et le comte de Monte Cristo, donc c'est vrai que ça prend une grosse partie du film. Le film est assez long, je me rappelle plus combien, mais il est assez long. Et ça prend une grosse partie du film, oui, mais c'est utile à l'histoire. Et c'était tellement plaisant de comprendre de où il venait. Et en fait, dans le conte de Monte Cristo, la version avec Depardieu, l'accent est beaucoup plus mis sur sa vengeance, etc. Mais on ne peut pas comprendre la vengeance si on ne suit pas un peu, allez, je sais plus, 8 ou 10 ans, quelque chose comme ça, je crois même si c'est pas plus. Je sais plus, je vais essayer de le remettre en bandeau. Mais il passe vraiment genre une décennie enfermé. Et ça le marque. Et en fait, cette partie-là, c'est une partie quand même qu'on ne peut pas comment parcourir d'un revers de main et vraiment passer rapidement. Parce que si vous n'avez pas, un peu comme lui, cette essence de... Il a passé je ne sais pas combien d'années enfermé, donc il va se venger parce qu'il a été traumatisé, il a été changé par ça. Et je pense que oui, l'enfermement, surtout ce type d'enfermement, qui est vraiment un enfermement très, très rude, forcément, ça change les personnalités. Et c'est un point clé du film. Et là, très bien fait. C'est vrai que, comme c'est un peu long, il y a un moment donné, on se dit, bon, on a envie que là, voilà, ils deviennent Monte Cristo, puis qu'on passe à autre chose. Il y a toujours un petit peu ce côté-là, mais super. Vraiment, moi, je trouvais pas de longueur. J'ai trouvé que c'était vraiment très, très bien. Ce qui me faisait un peu peur, c'est que j'avais lu que la fin était changée par rapport au livre. Je vais pas faire de spoil, donc de la même façon, si vous avez envie de savoir, on peut peut-être échanger par commentaire. Sinon vous le tapez, moi j'ai tapé sur internet, quelle est la différence entre le film de Pierre Ninet et le livre, et donc sur internet vous trouvez la différence de la fin. Et en fait, en vrai, autant je me suis un peu de tratra, j'aime bien coller aux histoires originelles, j'aime pas trop qu'on touche à l'histoire, c'est pour ça que notamment des films comme Maléfique, où voilà, on fait de la méchante une gentille, on explique son passé, tout ça, mais on revoit l'histoire, on touche à l'histoire originelle, j'aime pas trop. Autant là, honnêtement, j'ai trouvé que le choix était plutôt intelligent, parce que quand j'ai vu la fin, je me suis dit, mais en fait, j'aurais pas adhéré à la fin du livre. Et moi-même, parce qu'en fait c'est une fin peut-être voilà, qui est un peu à l'ancienne. Je sais plus de quand date le livre, mais Alexandre Dumas c'est quand même vieux. Et donc du coup je trouve que la fin du film est plus actuelle et colle plus à une fin qui semble un peu plus logique de notre regard au XXIe siècle en fait. Voilà. Donc en fait je trouve que ça n'a pas desservi le film. Et au contraire je pense que ça a plutôt servi l'histoire. Donc vraiment, Monte Cristo, foncez. Le troisième coup de cœur, c'est Nosferatu. Donc Nosferatu, je sais pas. Moi je disais Nosferatu, et en fait quand j'ai vu des vidéos YouTube sur les critiques du film, les gens disent Nosferatu. Nosferatu. Donc là c'est un coup de cœur, il y a des bémols. Alors le film n'a pas... le film était un peu clivant, les gens ont adhéré ou pas. Et je pense que moi, finalement je me suis un peu entre les deux. Alors pareil, je crois que c'est le film de 79, il me semble, je vais vérifier, je mettrai un petit bandeau. Encore une fois, c'est un film que moi j'avais vu, alors un de mes meilleurs souvenirs, alors j'ai bassiné tout le monde avec ça, avec cette histoire-là. Mais en fait, le film, je l'ai vu en cours de français quand j'étais au collège.
Et en fait, c'était un exercice où on devait regarder le film et écrire l'histoire. Et donc, en fait, on devait réécrire l'histoire en regardant le film. En plus, je me souviens, c'était très très simple. Le prof était très très cool. Et le prof avait dit, vous m'écrivez l'histoire au présent indicatif, on se prend pas la tête. Et j'avais tellement adoré. Mais bon, j'ai envie de dire, Nosferatu, c'est un peu ma came, voilà. Univers gothique, tout ça, voilà. Et en fait, je me rappelle que le prof avait lu mon essai. Et j'ai un très 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 bon souvenir de ce cours. Et un de mes meilleurs cours de français, parce que j'étais pas très fan des cours de français. Et incroyablement, j'aime beaucoup le français, mais j'ai trouvé que les cours sont un peu trop traditionnels pour le coup. Donc voilà. Mais ça, j'avais adoré. Donc c'est le film avec Adjani, canon. Alors déjà, pareil, ça m'a donné envie de le revoir. J'aimerais bien essayer de le trouver pour pouvoir le regarder à nouveau. Et bon, déjà, quelque part, j'ai envie de dire, si vous avez aimé celui-là, si vous l'avez vu, à mon avis, vous aimerez le nouveau. Alors j'ai oublié, pareil, je pense que je vais mettre le réalisateur. En fait, moi je vais vous dire ce que j'ai aimé et je vais vous dire les bémols. J'ai aimé l'ambiance. Alors plus sur l'ambiance. Vraiment gothique au possible, bien plus que le film avec Adjani. Il y a vraiment une empreinte très sombre, très victorienne. Ouais, super, franchement, j'ai adoré. J'ai vraiment, en fait, finalement, je le mets dans mes tops pour l'ambiance. Ambiance au top. Et donc ça, finalement, c'est pour ça que j'ai dit je suis un peu entre deux, parce que dans les critiques, j'ai vu pas mal de gens dire que de longueur. Que de longueur, il y a des trucs, c'est pas intéressant, pourquoi on passe autant de temps là-dessus, on comprend pas, c'est long, c'est long, c'est long. Ah oui, c'est long parce que c'est très contemplatif. Voilà, c'est très contemplatif. Ça m'a fait penser d'une certaine façon au film Dunkerque, pareil, qui est un peu clivant, surtout pour un Nolan qui est très film d'action. Et je sais que bon, Dunkerque n'a pas fait unanimité non plus. Maintenant, c'est sûr que Dunkerque, je peux pas ne pas adhérer, hein, voilà, Dunkerque, ma patrie. Donc, clairement, moi, le film Dunkerque, je trouve aussi pas mal de bémols, pas mal d'incohérences, de choses que j'ai pas aimées. Très contemplatif, mais pour autant, alors moi, habituellement, les films contemplatifs où il se passe rien, c'est pas mon truc. Mais là, c'est vraiment enfin, je trouve l'atmosphère est tellement géniale. J'aimerais tellement, j'ai tellement été emportée où je me baladais dans les rues victoriennes, j'allais dans le château avec lui, dans les vieilles pierres. Oh là là, moi j'étais, donc c'était contemplatif, mais en fait c'était tellement, vous êtes tellement immergé. Enfin, moi j'ai trouvé ça super. Après, faut aimer le style, quoi. Donc c'est sûr que si c'est pas votre style, moi quand je suis allée voir au cinéma, je vais pas vous mentir que au bout de 5-10 minutes, il y a des personnes qui quittaient la salle. Déjà que la salle était pas très remplie, donc je me suis dit bon, les gens n'adhèrent pas. Je peux comprendre. Mais donc ça c'était plutôt des bémols que j'avais pu lire et en fait moi j'ai adoré. Par contre, il y a des choses que j'ai lues et sur lesquelles je suis d'accord. J'ai trouvé un gros bémol sur le jeu de Lily Rose Depp. Voilà, alors moi déjà, j'ai entrevu la série The Idol, et quand j'ai vu que bon, en fait, c'était une série sur l'anatomie de Lily Rose, ça ne m'a pas intéressée, donc je n'ai pas regardé. Mon mari a regardé et il m'a dit, ah oui, bah là tu connais tout de Lily Rose, hein. Et il me disait, bon après pareil, le concept de la série, il fallait adhérer. Lui, il a adhéré au scénario. Moi, quand il me l'a raconté, je me suis dit, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Et par contre, j'ai trouvé qu'elle jouait extrêmement mal. Donc lui l'a défendu. Quand on a vu le film, j'ai dit, en fait, les gens jouent, Lily Rose surjoue. Elle est tout le temps dans les mains. En fait, et franchement, honnêtement, et ça, j'ai pas aimé. Alors je pense que c'est un peu, il y a un mi-chemin. Parce que quand j'ai dit ça à mon mari, quand j'ai dit j'ai pas aimé son jeu, lui il m'a dit, oui, mais c'est peut-être le rôle qui demandait ça. Me dire ouais tu l'aimes bien hein, franchement parce que bon je me suis dit franchement ça collait pas donc pour moi non, mais je pense qu'il y a un peu un mi-chemin parce que d'un côté elle surjoue et d'un autre côté je trouve que le rôle, donc là du coup ça vient un peu du réalisateur, le rôle c'est clairement c'est écrit j'ai oublié son nom d'ailleurs, faut que je retrouve, en tout cas la fille qu'elle joue c'est une hystérique, je vais vous dire franchement c'est une hystéro. Donc, alors après, oui, elle est hantée par... donc, c'est le conte... j'ai déjà oublié, c'est pas le conte Dracula, il a un autre nom dans Nosferatu, mais en gros, c'est Dracula, quoi. Pareil, je vous mettrai un petit bandeau. J'ai plein de trous de mémoire, heureusement que quand je retravaille la vidéo, je peux... Parce que sans ça, voilà.
c'est pas Orloff ou quelque chose comme ça, je crois. Bon, bref, on s'en fout. Et en fait, donc elle est hantée par lui, donc le côté un peu schizophrène, hystérique, en fait, se comprend, mais elle passe pour une folle, mais je trouve qu'elle surjoue la folle. Je trouve que, moi, ce que je disais à la fin, on sait que c'est vrai, on sait qu'elle se fait hanter par ce mec, etc., et qu'elle est sous son emprise, ok, mais elle passe pour une folle parce que quelque part, elle a un côté très hystérique, très folle, quoi. Je veux dire, en fait, le truc, c'est que, pour moi, le personnage, à la base, même s'il est hanté même si elle est hantée par le conte, elle a un terrain hystérique. Voilà. Et ça, j'aime pas trop, parce que pour autant, alors je reviens encore là-dessus, je ne suis pas une féministe des premières heures, mais j'ai trouvé que ça dessert un peu la cause féministe, pour le coup. Je trouve qu'autant il y a des films, des livres, je suis pas féministe, mais ça sert bien le propos, c'est bien amené, ça, je pense que ça aide les gens à réfléchir, ça aide notre génération à avancer, etc. C'est bien. Autant il y a des trucs où c'est un peu stigmatisant et on se dit non mais voilà, ne fais pas ça. Après on va encore dire ah les femmes c'est grosses hystériques, qu'est-ce qu'elles ont, elles ont leurs règles, hein, voilà. Et j'ai trouvé que du coup ça desservait un peu le propos, donc j'ai pas aimé. Voilà, j'ai pas du tout aimé son jeu. Et donc ça c'est le premier bémol. Le deuxième bémol c'est que je n'ai pas aimé voilà, il y a tout un côté, moi j'avais quand même lu, oui c'est un triangle amoureux, ça tourne quand même beaucoup autour. C'est quand même très ouais, voilà, ça tourne quand même pas mal autour de ça, il y a un côté un peu malsain et j'ai trouvé que effectivement je sais pas comment dire, enfin pour moi c'était un peu on a ajouté dire de faire un petit peu de buzz, voilà, hein, pour que ça serve un petit peu le film. Et puis parce que bon, Lily Rose Depp, hein, faut bien qu'à un moment donné, elle se dénude, hein, voilà. Donc, mais pour autant, j'ai trouvé que ça servait pas. Donc, pardon, je vais pas faire voilà, je vais pas jouer ma prude. Oh, je vais pas jouer ma prude parce que c'est pas parce qu'il y a des scènes dénudées que je vais pas adhérer à un film. Mais j'ai trouvé que là, en fait, pour moi, ils sont passés à côté du concept, en fait, sur ça. Parce qu'en fait, dans le film, en tout cas, avec Adjani, et alors le livre, je ne l'ai pas lu, mais pareil, dans le film de Coppola, c'est plutôt Dracula qui tombe amoureux d'elle, qui essaye, voilà, qui l'a sous son emprise, etc. Mais elle est quand même assez détachée de ça, et elle se sert plutôt de ça. D'ailleurs, je trouve que du coup, ça sert un peu plus le féminisme que là, dans le Nosferatu, elle est un peu... elle est consentante, quoi. Voilà, donc elle est un peu... Ouais, c'est un peu un triangle amoureux. Ça, c'est vrai, quand j'ai entendu ça, effectivement, il y a un peu ce côté-là, où c'est pas bien, mais quand même. Mais c'est pas bien, mais quand même. Voilà. Et en fait, j'ai trouvé que ça, je me suis dit, je pense qu'il a pas bien compris. Bon, après, peut-être c'est moi, mon interprétation, qui suis à côté. Peut-être que les gros férus de Dracula, de Bram Stoker vont me dire, ah non, mais pas du tout, c'est ce film-là qui a raison, etc. Peut-être je me trompe. Mais en tout cas, je trouve que ça ne sert pas et que c'est pas opportun. Donc, je vais pas spoiler la fin. Mais pareil, la fin est un peu différente du film que j'avais pu voir de 79. Et j'ai trouvé que non, en fait, moi, j'aurais pas joué ça comme ça. Voilà, je trouvais pas... Ça, j'ai pas adhéré au côté chose qui, pour moi, n'est pas du tout... parce que justement, quelque part, l'histoire de l'emprise, où lui est amoureux d'elle, où lui a envie de l'avoir sous son emprise, de l'avoir... je pense qu'il a envie de la transformer en vampire et que ça devienne sa concubine, etc. Ce qui est très bien, d'ailleurs, ce qui est très bien joué dans le film de Coppola, puisqu'en fait, il devient vampire suite au décès de sa femme de l'époque, et elle s'appelle Nina. D'ailleurs, je crois que c'est le nom originel. Elle s'appelle Nina dans le film de Coppola, et en fait, c'est la même. Je crois que c'est Winona Ryder qui joue les deux. Et en fait, vous comprenez, en fait, comme elle lui rappelle sa femme, du coup, voilà, il veut la voir, quoi. Et là, ça se comprend. Que là, dans le Nosferatu, il n'y a pas ça. Et oui, il y a une sorte d'espèce d'histoire d'amour. Et puis bon, ils en parlent vraiment qu'il y a un côté vraiment animal où il veut la posséder, quoi. Et en fait, la posséder, hein. Et ça, ouais, je suis passée à côté. Je me suis dit, pour moi, c'est pas l'essence de Dracula, c'est pas ça. Donc voilà, ça c'est mon bémol. Pour autant, voilà. En fait, moi j'ai fait un peu fi de ce côté du scénario. Il y a des scènes, franchement, où il y a une scène vraiment très crue. Enfin, très crue.
Vous allez croire qu'il y a des scènes vraiment de nu et tout. Non, il y a une scène, on est un peu crue, voilà. Et j'avoue que j'ai ri, en fait, quand j'étais au cinéma, j'ai ri en me disant, mais c'est lunaire, là, le truc, c'était vraiment histoire de mettre une petite scène, voilà, mais ça servait à rien. Et pareil, elle passe pour une hystérique. Donc voilà, donc... mais bon, sinon, à côté de ça, à voir. Le prochain, sans surprise, j'ai envie de dire aussi, gros film de l'année, c'est Dune 2. Je pense que je vais pas avoir les mots pour vous dire à quel point j'ai adoré. Et voilà, comme je l'ai dit autour de moi, j'ai plus aimé Dune 2 que le premier opus. Formidable. Pareil, une scénographie à tomber. Je trouve en plus le scénario canon. Alors là, je vais faire une petite parenthèse pour vous expliquer aussi un petit peu moi ce que j'aime dans le cinéma. Moi, typiquement, vous voyez, mon mari, lui, il est complètement capable, comme il le dirait si bien, d'aimer la photographie. Donc, il me dit, voilà, moi, un film où le scénario est un peu absent, mais j'en prends plein les yeux, les scènes sont bien tournées, il y a une esthétique au film, blablabla, lui, il aime. Moi, ça, décrocher d'un bon scénario, ça n'a absolument aucun effet sur moi. À la limite même, j'aime pas. Moi, vraiment, la base, c'est le scénario. J'ai besoin d'une bonne histoire. C'est comme un livre, j'ai besoin que, voilà, je lis l'histoire, je me fais avoir, j'aime les personnages, j'ai envie de me battre avec eux, je suis déçue quand il se passe des trucs. Voilà, moi, j'ai besoin émotionnellement d'être impliquée dans le scénario et vraiment de me dire à la fin du film, ça, c'était une bonne histoire et d'avoir envie de la raconter. Et dire, tu connais pas le film? Ah, c'est l'histoire d'un mec, il a fait ça, c'est génial, machin. Donc moi, le scénario. Et quand en plus, il y a un univers esthétique qui va avec le scénario, et donc là, Dune, on y est. Parce qu'en plus, c'est non seulement visuel, mais c'est sonore. La bande-son de ce film, une tuerie. Timothée Chalamet, j'ai pas de mots. Bon acteur, mignon, parfait. Enfin, le film est génial. Il y a plein de moments que j'ai trouvé par rapport au 1, des moments drôles, où quand je suis allée voir au cinéma, j'ai ri. C'est vraiment bien fait. Ça me donne envie aussi de lire les livres. Mais après, comme c'est de la pure SF, puis qu'il y a beaucoup de tomes, je suis pas encore trop motivée hein, à lire tous ces pavés. Mais j'ai tellement envie de savoir la suite que je me dis, bon, là derrière, c'est Denis Villeneuve, il faut qu'il assure tous les autres opus, parce que clairement, je pense que si après il ne les fait pas, je vais un peu me pousser pour les lire. Et si je les lis, je commencerai du premier. Donc voilà, mais donc je me dis, bon, ce serait un travail de longue haleine, mais vraiment, voilà, à 3000%, Dune, le 1, le 2, enfin, le 2 dans la lignée du 1, pas de déception, trop bien, et même encore mieux, donc j'ai envie de dire, s'il continue sur sa lancée, je pense que les autres opus vont être ouf. Moi, je me sens un petit peu comme avec le Seigneur des Anneaux. C'est voilà, vous allez le voir, vous savez que c'est bon, vous savez que vous passez un bon moment, vous savez que ça coche toutes les cases. Donc, bah voilà, gros coup de cœur. Et enfin, le dernier coup de cœur, j'ai envie de dire sans surprise, Beetlejuice. Voilà, super coup de cœur. Alors, bon, Tim Burton, juste, c'est mon réalisateur préféré depuis, toujours. Je vais pas dire que je suis jamais déçue parce que Alice au Pays des Merveilles, beauf. Bon, c'est très rare que je sois déçue par Tim Burton. J'ai presque envie de dire, bah là, c'est un petit peu comme Dune. Au final, j'ai pas grand chose à dire parce que vous connaissez l'univers de Tim Burton, c'est du Tim Burton. Voilà. Quelque part, peut-être ce que je pourrais dire, c'est que c'est du pur Tim Burton. C'est vraiment, voilà, parce que Beetlejuice, le premier opus, ça fait partie de l'anthologie de Tim Burton. Ça fait partie vraiment des films originaux, je sais pas comment dire, mais vraiment des incontournables. Voilà. Donc là, il renoue avec vraiment ce qui a fait son succès. Il renoue en fait avec sa patte peut-être un peu plus ancienne, un peu plus à la naissance de Tim Burton. Mais bon, vraiment très bon. Et pour dire, voilà, moi je suis très fan de Tim Burton. Pour vous dire un peu moi mes préférés, on est plutôt sur Sleepy Hollow, j'ai adoré. J'ai adoré l'univers esthétique de Sweeney Todd. En termes d'esthétique, de scénario, c'est un de mes préférés.
En termes de film vraiment à proprement parler, le côté comédie musicale chantée du début à la fin, ça fait que c'est pas un film que... Voilà, je trouve qu'il y a trop de chansons. Voilà. J'ai beaucoup aimé Big Fish, il fait partie de mon top aussi de Tim Burton. Je réfléchis. Charlie la chocolaterie, peut-être pas dans mes tops, mais bon, voilà, très bon. Et en tout cas, Beetlejuice, moi, ça fait... Enfin, voilà, il y a des gens qui sont vraiment très, 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 très fans de Beetlejuice. Et voilà, donc, je pense pour eux, ça leur a d'autant plus parlé. Moi, quand je suis allée voir le film, Beetlejuice, j'ai dû le voir 2 ou 3 fois. D'ailleurs, j'ai regardé le 1 avant d'aller voir le 2. Et d'ailleurs, moi, de mon point de vue, quand je l'ai revu, le 1, je me suis dit, mais en fait, Beetlejuice, on le voit pas tant que ça dans le 1. Ça s'appelle Beetlejuice, mais au final, c'est presque un personnage secondaire. C'est plus... le Beetlejuice, le premier, parle plus vraiment de la vie après la mort, qu'est-ce qui se passe après. C'est plutôt vraiment tout cet univers-là, tout ce concept-là, de qu'est-ce qu'on devient, etc. Plus que vraiment Beetlejuice, en fait. Pour moi, Beetlejuice, finalement, c'est un peu un prétexte. Et pareil, scénaristiquement parlant, je trouvais que l'histoire n'était pas plus dingue que ça. Voilà, en tout cas, je ne suis pas une inconditionnelle de Beetlejuice. Par contre, déjà, j'aime beaucoup l'univers. Donc, voilà, le côté un peu farfelu de Beetlejuice, le costume rayé, etc. Le côté un peu potage, tout ça, il me plaît beaucoup. Donc, en fait, l'univers me plaît beaucoup. Pour autant, j'ai jamais été une grosse fan des premières heures du premier. Par contre, le deuxième, en fait, c'est vraiment Beetlejuice remis au goût du jour et centré sur Beetlejuice. Donc là, vraiment, du début à la fin du film, on le suit. Et donc, c'est top et drôle. Il y a des clins d'œil au premier. Moi, on m'avait dit, ouais, si j'ai pas vu le premier, est-ce que je peux aller voir? Je disais, oui, tu peux. Mais tu vas passer à côté de plein de petites références qui, du coup, voilà, quand on est dans le film, on fait, bah oui, c'est drôle. Voilà, et vraiment, encore mieux que le premier. Vraiment. Jenna Ortega au top. Winona Ryder pareil. Enfin, les acteurs très bons. Du grand Tim Burton. Vraiment. Donc pareil, là, je vais vous le conseiller pour les gens qui vont dire ouais, j'ai pas trop aimé le premier Beetlejuice. Bah non, mais allez voir le deuxième. Franchement, ça va vous réconcilier. Beaucoup plus actuel et beaucoup plus abouti, beaucoup mieux. Et pour autant, je voulais dire aussi un truc. C'est que le truc qui me saoulait un petit peu, c'était Monica Bellucci. Je fais partie des gens qui ne comprennent pas ce que Tim Burton fait avec Monica Bellucci. Moi, c'est un peu... voilà. Je vais pas les opposer satire, je ne sais pas. Moi, je la trouve, voilà, je trouve qu'elle est... voilà, quand il était avec Helena Bonham Carter, et puis elle a un côté aussi très farfelu, très lunaire, très... Voilà, je trouve que ça matchait bien. Autant Monica Bellucci, je ne comprends pas. Voilà, après, hein, on s'en fout, voilà. Mais, et pour autant, donc quand je l'ai vue, je me suis dit, ah, elle va me saouler. Et en fait, elle a un rôle aussi, quelque part, qui est important, mais on la voit pas tant que ça. Elle a clairement pas beaucoup de dialogue. Voilà, elle dit pas grand-chose. Mais l'esthétique, moi, quand je la vois, j'ai trouvé dingue. Et je trouvais que, pour le coup, il l'a bien amené dans son univers parce que... c'est du Tim Burton. Et Monica Bellucci à la sauce Tim Burton, bah ça marche quoi. Franchement, moi j'ai trouvé qu'elle avait une aura. Donc j'étais pas partie pour la valider et en fait, bah, je la valide. Donc voilà, foncez-y. Donc j'ai terminé avec mes coups de cœur. Avant de passer aux flops, alors je pense que les flops, il y en a tout un paquet. Alors le flop, c'est pas forcément j'ai détesté, c'est non. Voilà, je ne recommande pas plus que ça. Voilà. Les flops, je pense que je vais un petit peu les passer un peu à la chaîne. Voilà. Mais avant de passer aux flops, on va faire une petite catégorie ventre mou. Donc plutôt dans les bons, mais pas dans les très bons, quoi. Voilà. Donc dans les bons, je me suis noté Long Legs, qui donc du coup est un film d'horreur avec Nicolas Cage. Ça marche, voilà. Après, c'est de l'horreur, hein. Donc ça a tous les codes de l'horreur. Maintenant, voilà, j'ai passé un bon moment. Ça marche. C'est pas dingo, mais ça marche. Je me suis noté les guetteurs. Déjà, les guetteurs, beaucoup mieux. J'ai bien aimé parce que, franchement, bien traité. Maintenant, ce que j'ai aimé, c'est que il y a évidemment un petit mindfuck à la fin. Et en fait, j'étais quand même fière de moi parce que moi, je vois souvent venir, comme je lis quand même pas mal... plutôt voilà, des thrillers, des choses, des enquêtes, etc. J'ai un peu les codes. Et donc, quand même, souvent, je vois où on veut en venir.
Et des moments, voilà. Donc j'aime pas quand on le voit du départ et que vraiment c'est cousu de fil blanc et tout le monde peut le voir, ça m'agace. Quand je le découvre rapidement ou au cours du truc, ça me va bien. Et ce que j'adore, c'est quand je me fais avoir. Parce que voilà. Et en fait, là, j'ai deviné le petit mindfuck peut-être 30 secondes avant que ça se passe. Donc je me suis dit, ah, bon. Franchement, j'ai failli me faire avoir à la fin, mais in extremis, j'ai trouvé le truc. Et pareil, en fait, et j'aime bien parce que quand c'est ça, moi, ça me dérange pas de trouver. Mais j'aime bien, c'est quand je trouve et que je me dis, moi, en tout cas, si je voulais faire un petit mindfuck, je ferais ça. Et quand c'est ça, je me dis, bien joué, c'est ça que j'aurais fait. Les Gators, c'est ça. Ils ont fait un petit mindfuck que j'aurais fait, en fait. J'y ai pensé, j'y ai pensé un petit peu avant, et vraiment, j'étais sûre de mon coup, j'étais persuadée, et 30 secondes après, il y avait ah, bon, bah, voilà. Mais donc, pas mal. Pas mal, c'est un truc aussi qui va bien vous tenir, c'est pas mal du tout. Ensuite, je me suis notée par les ventres mous, SOS Fantôme, la menace de glace. Parce que en fait le truc c'est pareil, c'est un peu comme Dunkerque ou comme Tim Burton, c'est que moi SOS Fantôme, Ghostbusters, ça a bercé mon enfance, c'est un de mes films préférés en tout cas, c'est celui que je peux regarder un dimanche sous la pluie, je ne sais pas à quoi regarder, je regarde un SOS Fantôme, j'ai aimé les deux, une petite préférence pour le 2. Bon ça c'est voilà, après les deux sont bien mais une petite préférence pour le 2 quand même avec Vigo. Et juste, bon, moi, le concept de Ghostbusters, voilà, ça me parle. Donc, après, voilà, tous les nouveaux qui sont sortis, parce que ça, c'est le deuxième, avec les enfants, en gros. Bon, je trouve que ça n'a pas le charme d'un Ghostbusters d'antan, hein, mais je trouve que pour autant, ils ont quand même bien réussi le petit remake. Je trouve que c'est pas mal. C'est pas sur un podium, mais moi, juste de replonger dans l'univers de Ghostbusters avec Ecto 1, l'uniforme... voilà, c'est la sirène d'Ecto, enfin, voilà. Donc moi juste pour ça en fait, même si le scénario c'est pas le truc le plus dingue, même si ça ne voudra jamais les deux originaux, en fait c'est quand même bien dans la lignée et ça fait quand même du bien de replonger un peu dans cet univers. Donc voilà, donc dans les bons. Ensuite, je me suis notée, alors je pense, donc ça pour le coup il n'est pas passé au cinéma, c'est un film que j'ai vu sur Netflix, c'est Le Cercle des Neiges. J'ai quand même noté dans mes tops, enfin dans les bons, parce que je trouve qu'il est à voir ce film, il est vraiment bien, donc donc à chaque fois je vous refais pas les histoires parce que je parle tellement de trucs quand même assez connus au box-office, donc je refais pas le scénario. Là pour vous expliquer peut-être un peu pour ceux qui n'ont pas vu passer, c'est l'histoire en fait, l'histoire vraie d'un avion avec des rugbymen argentins, il me semble que c'est argentin, qui s'est écrasé. Et ils sont passés chez plus de 2 ou 3 mois dans les montagnes glacées. Et en fait, pour survivre, ils ont été obligés de s'adonner au cannibalisme. Donc l'histoire, c'est une histoire vraie. Et c'est passionnant. C'est passionnant. Ça se regarde, c'est un biopic un peu, donc ça se regarde comme un documentaire. Top. J'ai passé un super moment. C'est dur, c'est se dire, mais voilà. Puis je pense qu'en fait, on aurait tous fait ça, quoi. Donc... mais voir un peu la survie humaine, et de toute façon, c'est ce qu'ils disent aussi à la fin du film, c'est que ils ont aussi réussi à survivre et à s'en sortir parce qu'ils avaient une capacité physique hors norme, comme c'était des sportifs de haut niveau. Mais très très intéressant. Ensuite, j'ai noté Hérétique. Alors celui-là, il est un petit peu particulier, donc c'est le film avec Hugh Grant, pareil, plutôt horrifique. Dans le sens, bon, ça casse pas 3 pattes à un canard, c'est un bon film d'horreur. Qui a pareil les codes du film d'horreur. Je me suis fait avoir parce que pour le coup j'ai pas vu où ça me menait. Et après ça tourne beaucoup autour de la religion. Donc c'est pas mon sujet de prédilection. Pour autant, il est très convaincant, Hugh Grant, j'ai bien aimé. Après voilà, ça reste de l'horrifique avec 2 petites nénettes qui se font séquestrer par un plus ou moins un pervers. Mais ça tourne pas trop autour de ça. Plutôt un psychopathe, quoi. Et je m'attendais à ce qu'il y ait plus de pièges dans la maison. C'est pas forcément le cas. C'est plus... c'est un bon prétexte pour essayer de réfléchir un peu sur la religion. Donc voilà, pareil, pas dingo, mais pas mal ficelé. Bon moment. Ensuite, je me suis noté Lee Miller. Donc ça, c'est le film avec...
Kate Winslet, qui parle de Lee Miller, qui était donc une journaliste, enfin à la base une top modèle, et qui est devenue journaliste et qui a pris des photos pendant la Seconde Guerre mondiale, et notamment une photo apparemment très connue, moi je ne savais même pas, une photo très connue, en fait à la fin, à la chute d'Hitler, elle prend un bain dans la baignoire de Hitler avec le portrait de Hitler. Et paraissait pas mal. Kate Winslet est une excellente actrice, j'ai pas besoin de le dire. Pas mal. Après, un bon biopic. Moi j'aime bien les biopics. Maintenant, oui, c'est pas le genre de film que je mettrais sur un podium, mais c'est un très très bon film tout de même. Et le dernier, et pas des moindres, donc il est quand même dans les bons, mais c'est quand même un ventre mou. Lui, il est vraiment entre les deux. Hein. Wicked, alors je sais pas si on dit Wicked ou Wicked. Bon, l'univers du magicien d'Oz, complètement ma came. Maintenant, encore une fois, c'est un peu comme pour Maléfique, expliquer le pourquoi du comment à la sorcière. C'est pas vraiment une méchante sorcière, j'adhère pas au concept. Voilà, une méchante, c'est une méchante, il n'y a pas de problème là-dessus, il n'y a pas besoin d'enjoliver les méchants, il n'y a pas besoin de leur donner, voilà, dire ah non, mais en fait, ils sont devenus méchants par la force des choses, ou ah, en fait, c'est l'histoire qui les a mis comme méchants, alors qu'en fait, ils sont pas méchants. Bon, ça m'intéresse pas trop. Esthétiquement parlant, très bon film. Le côté comédie musicale, voilà, surtout que j'ai trouvé que les chansons n'étaient pas dingues. C'est pas comme des comédies musicales où les chansons sont bonnes, où l'air peut vous rester en tête. J'ai le souvenir d'aucune chanson. Moi, j'avais plutôt l'impression que, bah voilà, en fait, il se passe, il y a le scénario, puis en fait, plutôt que de parler, elles vont faire « Oui, parce qu'en fait, je vais aller à la Cité d'Émeraude. » Voilà. Et donc, c'est ça pendant tout le film, quasiment. C'est pesant. Et puis sur la fin, donc je suis allée voir avec une amie qui m'a dit putain, à la fin, elle criait les meufs, c'était insupportable, quoi. Et c'est vrai que c'est très... voilà, donc un peu lourdingue. Maintenant, voilà, j'ai bien aimé l'univers, pour le coup, j'ai bien aimé l'esthétique. Le côté chantant, j'ai pas aimé. Ah oui, et ce que j'ai pas aimé du tout, il y a deux trucs. C'est déjà, alors vraiment le premier truc, c'est quand j'ai vu en y allant, j'avais pas vu avant que le film faisait 2h40. Voilà, donc je me suis dit, putain, c'est long. Et alors là, la grosse déconvenue, et ça je le dis parce que je ne l'ai pas vu passer dans les critiques, c'est que vous arrivez au cinéma, il y a la petite bande-annonce Weekend machin, première partie. Et là, pour vous dire, j'ai regardé ma copine, on s'est regardé et on s'est dit, non mais, première partie, 2h40. Voilà, donc c'est long et c'est que la première partie. Voilà. Donc clairement, je ne le regarderai pas une deuxième fois. Même si, voilà, l'univers était très chouette. Je suis contente de l'avoir vu. Voilà. Mais non, ça, je n'adhère pas. Je n'adhère pas du tout. Voilà, donc ça, c'était pour le ventre mou. Et donc, maintenant, nous allons passer à la grande liste des flops. Donc, alors, comme je disais, je pense que je ferai vraiment une phrase ou deux pour vous dire le pourquoi du comment. Le premier, Conclave. Alors, j'ai pas aimé, je trouvais ça très très long. Pourtant, il a été vachement plébiscité hein, comme film et tout, mais bon. Donc sur l'univers de la papauté. Et pareil, en fait, le truc, c'est que le mindfuck, je l'ai compris assez rapidement. Je vais pas dire du départ, mais assez rapidement. Et quand je l'ai compris, et en fait, quand à la fin, en fait, c'est ça, c'est juste ça. Ok. Donc, non, j'ai pas trouvé ça fou. Je pense qu'eux sont très, très, très contents de leur petit mindfuck machin, mais non, j'ai trouvé que vraiment, on le voyait venir. Que ça n'apporte rien, que c'est un peu du revu. Enfin, à mon sens, hein, c'est un peu du revu. Donc non, j'ai pas aimé. Gladiator 2. Alors, j'ai trouvé rien à voir avec le premier. Pareil, ça tourne autour d'un truc. C'est hyper long à arriver. En fait, on s'en doute. Et rien à voir avec le premier. Ça m'a pas du tout tenu en haleine. Je pense que j'ai regardé les 10 premières minutes. Je me suis fait chier. Et ça a été ça pendant tout le reste du film. Je me suis fait chier. Donc, alors que, voilà, le premier est long, mais il est très bien. Je trouve que vraiment le premier, de temps en temps, j'aime bien le revoir à nouveau. Là, non, j'ai pas adhéré. Sans surprise, le troisième, jamais plus. J'en rigole parce que du coup, avec toutes les histoires que ça a fait après, entre Blake Lively et Justin, je sais plus quoi, là. Je sais même plus son nom, mais bref. Je suis hein, sur YouTube, je suis des nanas un peu gossip, donc je suis toutes les histoires des plaintes entre les deux, machin.
Moi je trouve, enfin voilà, je vais pas rentrer là-dedans, mais je trouve un peu tort partagé. Mais en l'occurrence, je vise plutôt Blake. Je trouve qu'elle a été nulle, mais nulle dans sa promotion. Elle a été nulle, s'accaparer autant le film. Et alors déjà de base, on va commencer par le commencement. Je n'aime pas les romances. Voilà, j'aime pas les romances en bouquin, donc clairement jamais plus. C'est pas un livre que je vais lire. J'avais pas plus envie de le voir que ça, mais je me suis dit, on va pas mourir idiot, on va quand même regarder le film, même si je savais de base que ça allait pas me plaire, mais je m'étais dit, pareil, ça aurait pu être un bon moment, pas fou, mais bon moment, pas du tout. Et donc ça traite, pareil, j'enfonce des portes ouvertes parce que ça a tellement rincé les réseaux, que voilà, ça parle donc plutôt de maltraitance au sein du couple, voilà. Maintenant, voilà, je me raccroche à 300% aux critiques qui ont été faites de ce film, qui était que ça faisait passer le vrai sujet de fond de la violence domestique en second plan, parce que elle, enfin, pour Black Lively, c'est une romance, c'est une histoire d'amour. Et alors je vais vous dire quand même les choses sur lesquelles, le truc que j'ai pas compris, c'est donc déjà, elle est avec un homme violent, et toute l'histoire tourne autour du fait qu'elle retrouve son amour d'enfance. Et en fait, bah, ça ne mène nulle part. Donc, je ne comprends pas. Je me dis, pourquoi ça tourne autour de ça de ouf. J'ai spoilé, hein. Je dis, mais bon, je pense que... Enfin, je sais pas. Je pense que quand même... Enfin, finalement, ça a tellement rincé les réseaux, je pense quand même un peu enfoncer les portes ouvertes, parce que d'habitude, j'aime pas trop spoiler. Mais donc, à la fin, elle ne reste pas avec la personne qui la violente. Mais elle se met pas non plus avec son amour d'enfance. Donc je vois vraiment pas, je me dis en fait le mec c'est l'élément perturbateur, ça fout tout le truc en l'air, le mari hyper jaloux, machin, hein. Et bon après on me dira bah oui mais c'est le prétexte. Ouais mais bon, en fait au final il vient, il défonce tout, et puis en fait elle se remet en question, elle revit les moments où elle était avec lui au lycée, machin, donc on voit que vraiment... il y a quand même un côté où elle se demande si elle va pas retourner avec lui, et en fait non. Et vraiment c'est même pas en fait non, c'est ça tombe à plat. Il est célibataire, elle est célibataire, mais ils se mettent pas ensemble. Voilà, ils se tournent autour, ça a mindfucké toute sa vie, mais voilà. Pas compris, pas compris. Je reviens même pas sur le choix vestimentaire de Blake Lively, qui est juste lunaire aussi. Sa couleur de cheveux dans le film, mais pourquoi tu restes pas blonde? Je comprends pas, j'ai pas compris. J'ai adhéré à rien. Je trouvais que tout était incohérent, Même sur comment c'est amené la violence domestique, ça sonne faux de ouf. C'est pas bon, quoi. Enfin, franchement, c'est pas bon. Voilà. Je réfléchis, mais non, c'est à peu près tout. Voilà, j'ai pas grand-chose à en dire. Mauvais. Ensuite, Blink Twice. Donc ça, c'est le film avec Tatum, là. Et donc, j'ai pas adhéré non plus. Parce qu'en fait, au final, donc c'est l'histoire d'une nana qui est invitée par une superstar, enfin par un mec très très friqué sur une île. Et en fait, c'est toute une histoire sur est-ce qu'elle perd la mémoire, parce qu'elle se souvient de trucs, avec des personnes qui en fait sont plus là. Donc le concept est plutôt pas mal au départ, mais il donne vite la réponse à ça. Et donc à partir du moment où il donne la réponse à ce truc-là, bah voilà, en fait on n'apprend plus rien. Beauf quoi, non, pas dingue, pas dingue. Ensuite, Deadpool et Wolverine. Parce que, bon, Deadpool, j'ai bien aimé le 2, honnêtement. Après, pareil, de base, de ce que je vous raconte, Deadpool, c'est pas plus ma came que ça. Maintenant, Deadpool et Wolverine, j'ai trouvé gras. C'est gras du début à la fin. C'est pile le type d'humour qui ne me plaît pas du tout. J'ai pas du tout adhéré. J'ai trouvé ça nul à chier. Voilà. Inintéressant. Ensuite, Twisters. Donc, en fait, le remake de Twister. Nul et non avenu, le truc, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est histoire de... Bah en fait, ils ont joué sur le concept. Des gens qui ont aimé Twister, qui sont allés voir le deuxième, qui est nul. Voilà, ça ne sert à rien, vraiment. Back to Black. J'ai un peu plus de choses à dire sur Back to Black. J'avais trop envie de le voir. Et pourquoi j'ai pas aimé? Parce que ça, je l'avais lu. Je crois que c'est quelqu'un qui m'a dit, ouais, apparemment, Back to Black, il l'a fait passer, elle, pour la méchante... Donc, Amy Winehouse. C'est elle qui paraît méchante, et puis en fait, il donne du crédit plutôt à Blake, qui n'était pas si méchant que ça, et machin. Et effectivement, ce n'est que ça. Et ce que j'ai pas aimé, c'est qu'en plus, c'est tellement pas réaliste, parce qu'en fait, ce qui montre, c'est que, effectivement, le problème du couple, c'était pas Blake, hein. Blake était pas méchant, hein. Juste, bah, il se droguait un petit peu. Pas sa faute.
mais Amy, méchante Amy, ah c'était Amy la vilaine. Et en fait, ils la font passer à raison pour une grosse alcoolique, mais que pour une alcoolique. Et en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que grosso modo, c'était une alcoolique avant de rencontrer Blake, qu'elle avait déjà des problèmes de violence avant de rencontrer Blake, et que ça n'a fait qu'empirer. Et là, ce que j'ai pas du tout aimé, c'est qu'en fait, il passe complètement sous silence le fait que Blake l'ait initié aux drogues. Et j'ai envie de dire, ça, c'est une vérité absolue. C'est un truc, tout le monde le sait. C'est de notoriété publique. Donc, j'ai pas aimé, en fait. Ils ont vraiment fait croire que elle, son problème, c'était un problème d'alcool, qu'elle avait jamais touché à la drogue. Quand vous regardez le film, elle n'a jamais touché à la drogue. Et Blake, oui, ok, il se drogue, mais c'était un gentil. Bullshit. Franchement, moi, je me suis dit, c'est même tellement mensonger que je trouve ça dingue qu'il n'y ait pas des procès sur ça, que la famille d'Amy n'ait rien fait, parce que vraiment, je trouve ça aberrant. Il y a quand même eu une transformation physique de Amy Winehouse. Voilà, non, voilà. Ils avaient une relation toxique, les deux. Non, voilà. Très déçu, super déçu, ça aurait pu être bien. Ensuite, je me suis noté. Alors, The Crow. The Crow, j'ai pas adhéré parce que... bon, déjà, je trouve que le premier... Moi, j'aimais bien le personnage de The Crow dans le premier film. Maintenant, j'aimais pas trop la scénographie de l'époque. C'est un film qui esthétiquement ne me parle pas. Et là, dans celui-là, en fait, ils sont plutôt dans un milieu un peu alternatif, un peu électro-grunge. Donc du coup, ça s'éloigne un peu du côté gothique qui, moi, me plaisait finalement dans le premier. Du coup, j'ai pas adhéré à l'univers, en fait. J'ai trouvé que ça dénaturait un petit peu l'intérêt de The Crow. Voilà, donc non, j'ai pas aimé. Mais sinon, le scénario est pas plus mal, enfin pas trop mal, mais voilà. Ensuite, on a Speak No Evil, qui pareil, bon concept. Après, j'ai pas adhéré, j'aime bien l'acteur, je sais plus comment il s'appelle, je vais essayer de le remettre. J'ai pas... c'est le mec qui a fait Split, enfin, il est assez connu. Bref, un Écossais, il me semble. Et j'ai pas adhéré, en fait, l'histoire est pas mal, j'ai quand même voulu jouer, enfin, j'ai regardé jusqu'à la fin, etc. Maintenant, pareil, on n'apprend rien, on comprend assez vite autour de quoi ça tourne dans le film. Et en fait, ça tourne autour d'un couple de psychopathes. Et justement, j'ai trouvé qu'ils c'était pas trop crédible. Donc j'ai pas trop adhéré, Puis même les personnages qui se font avoir, ils ont une histoire aussi familiale, mais c'est un peu survolé, ça sert pas le propos. Je trouve que c'est un peu mal amené, c'est un peu grossier. Les personnages font pas assez vrai, sont pas assez creusés. Je sais pas, j'ai pas adhéré. Ensuite, Folie à deux. J'ai beaucoup aimé Joker, même qu'il était un peu particulier, mais j'ai bien aimé. Folie à deux, inintéressant au possible. En plus, pareil, comédie musicale. Voilà. Et en fait, voilà, c'est juste, ça tourne autour de l'histoire d'amour de Joker et de Harley Quinn. Point. Et en fait, il n'y a pas... je sais pas comment dire, c'est creux, il ne se passe rien. Il ne se passe rien, voilà. Et ça, pareil, j'ai entendu dire que des gens partaient pendant la séance. Ça ne m'étonne pas. Franchement, j'ai trouvé nul, inintéressant, je n'en retiens absolument rien. Voilà. Juré numéro 2 de Clint Eastwood. Grosse déception. J'avais très envie de le voir. Et en fait, là, je vous spoile pas. Franchement, si vous le voyez, je pense que peut-être vous vous rallierez à mon avis. C'est que ça aurait pu être bien. Après, c'est très lent, il se passe pas grand-chose, c'est pas foufou. Et en fait, à la fin, on se dit... Et en fait, à la fin, il y a quand même un petit micmac. On se dit, ah, bah voilà, en fait, on a tenu tout le film pour... voilà, le moment de la fin où tu te dis, ah, hyper incohérent. Il nous sert un truc qui contredit tout ce qu'il y avait avant. Et il n'y a pas d'explication. Et c'est complètement incohérent. La fin, on se dit, non, mais en fait, ça marche pas du tout avec le reste. Donc voilà, donc j'étais un peu perturbée. Et je me dis, bon, bah, peut-être un Clint Eastwood où il n'y a pas Clint Eastwood ne vaut peut-être pas le coup d'être vu. Voilà. Et le dernier, The Substance. Donc, alors pourtant, un Oscar. Un Oscar pour Demi Moore. De ouf. Alors, je dis pas, très certainement, je pense pour le maquillage, etc., elle a dû faire preuve, effectivement, d'une présence scénaristique.
d'un grand jeu d'actrice, ok. Maintenant, bon, déjà le concept au départ, je me suis dit, ouais. Et en fait, le truc, c'est que c'est tout ce que je déteste dans ce genre de film. C'est qu'en fait, c'est un truc qui va crescendo dans la folie. Donc au début, déjà, vous vous dites, bon, le concept, ouais, pourquoi pas, je vais essayer de rentrer dedans. Et en fait, plus ça va, au plus c'est complètement décorrélé de la réalité, et au plus on est sur un truc qui est juste... Alors autant au début, tu te dis, bon, c'est pas possible, mais en fait, voilà, il y a des films comme ça où c'est pas possible, mais t'es pris dans le truc et ça marche. Et il y a des trucs où c'est pas possible, et en fait, t'as l'impression que le réalisateur se dit, c'est une réalisatrice, il me semble, une française. Et que la réalisatrice, elle se dit, ah bon, on va y aller à fond, quoi. Tant, du coup que c'est pas possible, et en fait, c'est un peu ça, c'est... Et là, il y a un dromadaire qui arrive, ouais. Et là, tout prend feu. Voilà. Voilà. Et en fait, c'est des trucs où moi, je suis devant, je dis, mais ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Et donc, ça finit... voilà, un peu comme ça a commencé, mais enfin, mais ça va vraiment crescendo dans le what the fuck. Ouais, c'est ça. Et donc la fin est très what the fuck. J'ai pas adhéré du tout. Pourtant, pareil, à la base, concept pas trop mauvais. Voilà. Bah écoutez, voilà, moi j'ai terminé avec les films de 2024. Je serais hyper intéressée d'avoir vos retours, d'avoir vos avis. Et sur ce, bah écoutez, je vous souhaite de bons moments de cinéma. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, merci de m'avoir suivi.